Bienvenue à notre émission Déo Débat du 1er mars 2023 en direct de la cafétéria de la Psy B. Aujourd'hui, le thème de l'émission sera le tabac, une addiction. Point d'interrogation. Est-ce que le tabac est un produit qui donne de l'addiction ou qui donne du plaisir? Est-ce que le tabac on peut s'en passer? Est-ce que le tabac, plein de questions se posent. Et aujourd'hui, donc, nous allons donc parler avec une infirmière tabacologue de l'hôpital d'Abbeville, Amélie Sueur. On va demander à Myriam de poser la première question à Amélie. Oui, bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et... Parcours professionnel. Oui. Quel est votre parcours professionnel avant d'être infirmière tabacologue et qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, tout d'abord, bonjour à tous et merci de votre invitation. Donc, je suis ravie de voir que le sujet du tabac intéresse autant de personnes. Donc, effectivement, je suis infirmière tabacologue sur l'hôpital d'Abbeville. Je m'appelle Amélie Sueur. J'ai commencé en tant qu'infirmière en l'an 2000. Où j'ai travaillé en tant qu'infirmière sur les urgences de l'hôpital d'Abbeville pendant 16 ans. Puis je suis allée travailler en réhabilitation cardio-respiratoire, où je suis restée un petit peu plus de 5 ans. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience en fait, des dégâts que le tabac pouvait faire, en fait, puisque la majorité des pathologies cardiovasculaires et respiratoires sont vraiment liées directement au tabac. Donc ça m'a donné envie un petit peu d'en savoir un peu plus sur cette problématique. Et donc j'ai passé un DU de tabacologie, ce qui fait que je suis devenue infirmière tabacologue. D'accord. Merci. Bonjour Gaëtan de Ouf Radio. Qu'est-ce que le tabac? Alors le tabac, à la base, c'est une plante. Donc c'est une plante verte. Il y avait différentes variétés qui peuvent donc donner différents types de tabac, le tabac blond, le tabac brun. C'est ensuite donc transformé en différents produits que vous connaissez probablement tous. Donc les cigarettes, les cigarillos, les cigares, la pipe, la chicha, le narguilé. Enfin voilà, toutes des choses comme ça qui vous parlent. Et donc, à la base, voilà, c'est une plante que l'on va consommer donc, de différentes façons. La façon la plus courante, c'est la façon fumée. Mais il y a aussi la chic, la prise. Voilà, des choses qui ont un petit peu quand même diminué maintenant, mais qui ont pris leur place. Voilà ce qu'est le tabac. Comment le tabac était arrivé en Europe ? Eh bien, c'est à la suite de l'expédition, notamment de Christophe Colomb, avec la découverte des Amériques. Ils sont revenus, entre autres choses, avec des graines de tabac qui ont ensuite été cultivées en Europe, qui ont d'abord été vues comme un produit médicinal un petit peu miracle. Puis ensuite, voilà, on a tout le parcours qu'on connaît pour en faire un produit donc, de consommation courante au début du XXe siècle. Et maintenant, on se rend un petit peu plus compte des méfaits depuis maintenant pas mal d'années. Alors, quelles sont les consommations de tabac en France et quels sont les consommateurs? Alors, les consommateurs, ça concerne tout le monde. Donc, ça a commencé, puisque l'industrie du tabac, après avoir ciblé les hommes, elle a ciblé les femmes. Puis elle a ciblé les personnes de plus en plus jeunes, puisqu'ils ont su très tôt, dans les années 50, que ça tuait. Donc voilà. Et en France, on a la particularité par rapport à la consommation mondiale d'avoir une forte consommation au niveau des femmes et des jeunes. On est parmi le pays en Europe qui a le plus de consommation parmi les jeunes et parmi les femmes. Les femmes fument beaucoup en France. Les consommations, c'est principalement la cigarette. Alors, au vu des tarifs, il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers les cigarettes tubes roulées, des choses comme ça. Donc, on verra que ce n'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, une cigarette tube ou une cigarette roulée, peu de personnes le savent, mais ça équivaut à 2 cigarettes en paquet. Donc, c'est mieux pour les finances, mais ce n'est pas forcément mieux pour la santé. Bonjour,
Je voulais savoir pourquoi la cigarette est autorisée et la drogue ne n'y est pas. Alors, là, il faudrait vraiment définir un petit peu ce qu'est une drogue, parce que vous allez voir que, je ne sais pas dans les autres questions, mais en tout cas, le tabac est une drogue. Donc, en fait, c'est une drogue qui est autorisée, effectivement, qui est légale. Par contre, c'est vrai que quand on consomme du tabac, en fait, on n'a pas forcément d'effets où ça va forcément se voir ou qui vont transformer tout de suite notre attitude. Par exemple, quelqu'un qui consomme de la cocaïne, de l'héroïne, il va avoir tout de suite un effet, on va dire, ou de l'alcool, ça va avoir des effets tout de suite manifestes. Le tabac, on peut très bien fumer et on ne va pas forcément avoir un changement de comportement. Mais pour autant, c'est pas pour autant que c'est une drogue plus douce, c'est-à-dire que c'est une drogue qui tue autant, voire plus que les autres. Merci. Et nous voudrions savoir quels sont les déclencheurs qui poussent à fumer. Alors souvent, les personnes commencent à fumer à l'adolescence. Donc c'est un âge où on est un petit peu aussi fragile puisqu'on est en train d'évoluer. On passe de l'enfance à l'âge adulte. On a envie un petit peu de se démarquer. On a envie aussi de faire partie d'un groupe. Donc longtemps, le tabac aussi, il faut dire que l'industrie du tabac a bien fait les choses. Hein. Ils ont amené ce produit comme quelque chose un petit peu de cool, de sympa. Ils ont fait beaucoup de publicité. Ça a beaucoup été associé à, par exemple, tout le monde connaît le fameux cow-boy. Hein. Ça a été associé à des choses sportives comme la Formule 1. Ça a été associé, voilà, ils ont mis vraiment... comme on dit, le paquet, hein, pour faire beaucoup de publicité, pour donner envie aux personnes en fait, de fumer et rendre ça un petit peu comme un produit de consommation courante. Voilà. Donc en fait, l'industrie du tabac a fortement contribué à amener ce produit, à faire penser que c'était quelque chose de cool, hein, de bien. Et donc les jeunes, souvent, ils ont envie un petit peu aussi de se démarquer, de faire des choses. Et souvent, ça a été même parfois une sorte de rituel initiatique pour passer de l'âge un petit peu de l'enfance vers l'adolescence. Ça a aussi été quelque chose comme étant quelque chose de... Désolée. Petite interruption. Voilà, en fait... je ne sais plus. Ouais, par rapport... Voilà. L'industrie du tabac a mis le paquet pour rendre ce produit comme quelque chose étant de consommation courante, en diminuant beaucoup les effets néfastes. Je me souviens, avant, il y avait des belles images sur les paquets. Il y avait Voilà, des cow-boys, des dromadaires. Ils ont mis des choses... non, mais voilà, ils ont essayé de se démarquer. Après, pour les dames, il y avait des choses avec des porte-cigarettes. On voyait des actrices. Donc, forcément, on a envie de s'identifier à cet âge-là. On a envie... Voilà. Actrices hollywoodiennes avec des cigarettes. Donc souvent on commence à l'adolescence et puis le problème c'est ça, c'est quand on commence, après on est libre de commencer ou pas, mais on n'est pas libre après d'arrêter. D'accord, merci. Là nous allons faire un petit intermède. Nous allons effectuer 2 témoignages de 2 personnes de cette association, notamment Rosemary et Boris. Donc j'ai à chacun une question. Alors tout d'abord Rosemary qui a arrêté de fumer depuis pas mal d'années déjà, bientôt 10 ans. Et nous voudrions savoir, Rosemary, tu te sens comment désormais ? Je me sens contente, très contente d'avoir arrêté de fumer. Quand je vois les personnes, combien elles dépensent, tout ça, je me dis, c'est génial. Et puis, je ne vois que des inconvénients au fait de fumer. Et je me dis que pour ma santé, c'est mieux et que c'était vraiment, je m'injectais quelque chose. Enfin, pour moi, c'est de la mort un peu. Donc, je me sens contente aussi d'avoir arrêté à 29 ans parce que c'est pas si vieux. Et puis, non, vraiment, j'y pense souvent. Je me dis, c'est génial. Enfin, voilà. Tu es chanceuse, donc ? Chanceuse, je sais pas. Il a fallu de la volonté quand même, mais... oui, je suis chanceuse. Oui, félicitations. Merci, Rosemary. Et Boris, alors Boris, nous voudrions savoir,
Est-ce que tu souhaites arrêter, puisque tu es fumeur? Alors, oui, je souhaite arrêter. J'ai arrêté il n'y a pas longtemps. J'ai tenu 6 semaines grâce à des patchs et des Nicorette. Après, quand on est énervé ou quoi que ce soit, on se donne comme prétexte de fumer. Donc, je me suis mis à refumer. Depuis que je refume, je fume 2 fois plus qu'avant. Mais j'avais une question aussi à poser. À partir de quel moment on est que le tabac est une addiction? Parce qu'il y a des gens que moi je connais autour de mon entourage, fumer est un plaisir. Ils fument un cigare ou 2 par mois. Fumer est un plaisir. Et à partir de quel moment fumer devient une addiction? Alors, j'ai envie de dire que fumer devient une addiction à partir du moment où on consomme le produit. De toute façon, il y a quand même toujours une incidence, puisque dans le produit dérivé du tabac, il y a de la nicotine qui a une action psychoactive, donc elle agit sur le cerveau. Et donc, c'est ce qui fait que quand on commence à fumer, on a du mal à arrêter. Il y a plusieurs types de dépendance au tabac. Et c'est vrai qu'il y a la dépendance physique, donc c'est ça, c'est parce que la nicotine agit sur le cerveau. Et il y a aussi la dépendance psycho-comportementale, donc psychologique, c'est-à-dire que quand c'est de la gestion des émotions. Effectivement, quand on a commencé à fumer, par exemple, à l'adolescence, et qu'on a grandi comme ça avec la cigarette, on a aussi appris à gérer ses émotions, comme vous dites, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, quand vous êtes stressé, on a pris ce truc de prendre la cigarette. Et c'est vrai que ça agit au niveau du système de récompense et que ça va libérer un petit peu notamment de dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et donc on ressent un certain bien-être, mais qui est vraiment ponctuel, le temps de prendre sa cigarette. Mais comme ensuite ça crée un manque, comme la nicotine ne reste pas au niveau des récepteurs, après on est en manque. Et c'est un cercle vicieux, parce que pour combler ce manque, on a de nouveau envie d'une nouvelle cigarette. Donc effectivement, il peut y avoir de très rares personnes qui arrivent à prendre comme ça une cigarette de temps en temps ou un cigare, et puis le reste du temps, ils n'en auront pas besoin. Mais c'est quand même pas la majorité des personnes. La majorité des personnes qui fument, elles finissent par avoir un tabagisme qui est quotidien. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de petits fumeurs. Même les fumeurs qui fument comme ça quelques cigarettes, il y a un risque pour leur santé. Donc même fumer une cigarette ou un cigare comme ça de temps en temps, il y a un risque pour la santé. Alors après, comment expliquer que certaines personnes vont développer plus cette dépendance que d'autres? Voilà. Après, mais il faut quand même savoir que c'est quand même très rare les personnes qui arrivent à fumer une cigarette ou un cigare comme ça de temps en temps. La plupart des personnes, elles ont quand même une consommation qui est quotidienne et que quand elles n'ont pas leur cigarette, elles ne se sentent pas bien. Je pense que tout fumeur a déjà appréhendé un petit peu ce syndrome de manque. Donc c'est pas que... Alors j'insiste que le tabagisme n'est pas une mauvaise habitude. Le tabagisme, pour moi, c'est une maladie. C'est une maladie chronique, c'est une addiction, pour répondre à votre question. Donc le tabac est bien une addiction, c'est une dépendance, c'est une drogue. Et voilà. Et effectivement, certains peuvent l'associer à une notion de plaisir, mais il faut savoir que cette notion de plaisir, elle est aussi liée au fait que ça a créé un manque. Et c'est le fait qu'à chaque cigarette qu'on prend, ça vient combler ce manque, qu'on ressent ce plaisir. Mais tout de suite après, ça recrée du manque, en fait. Donc c'est un cercle vicieux, c'est une drogue, c'est une addiction, et rares sont les personnes qui se sentent libres d'arrêter de fumer. On en reviendra tous à bout. Merci Boris. Donc il y a eu des campagnes anti-tabac qui ont été lancées. Oui. Et depuis quand? Et est-ce que c'est efficace? Les campagnes anti-tabac, elles ont commencé déjà depuis un certain temps. Il y a déjà plusieurs lois qui sont passées, qui ont pas, notamment la loi E20, qui n'a pas été mise forcément en application dès qu'elle a été votée. Mais tout le monde se rappelle du moment où ça a été interdit de fumer dans les cafés, dans les lieux publics. Et puis au départ, on pensait les gens vont jamais respecter. Et on se rend bien compte quand même que maintenant, ça nous semblerait bizarre, par exemple ici, s'il y a quelqu'un qui se mettait à fumer. Donc c'est un changement des mentalités qui s'opère. Donc oui, les campagnes anti-tabac sont efficaces parce qu'elles font quand même évoluer les mentalités. Alors ça évolue pas toujours aussi vite que l'on voudrait, mais ça évolue quand même bien.
Maintenant, les substituts nicotiniques sont remboursés. Ça, c'est un plus. Ça aide quand même bien les personnes. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, ça a un coût financier quand même très important. Ça impacte beaucoup le budget des personnes qui fument. Et il n'y a pas de mauvaise motivation à arrêter de fumer. Si la motivation à arrêter de fumer est financière, c'est une bonne motivation aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, les campagnes anti-tabac, oui, effectivement, elles ont lieu déjà et elles s'accentuent avec les années. On voit bien maintenant aussi, rien que sur l'hôpital d'Abbeville, hein, ça fait déjà depuis 2001, je crois, qu'on est lieu de santé, qu'on est adhéré au lieu de santé sans tabac. Donc, il y a encore des choses à faire et à faire évoluer. Mais en tout cas, on continue un petit peu. L'hôpital est engagé dans cette démarche et c'est très positif. Alors, vous faites la distinction entre la consommation du tabac chez les hommes, chez les femmes, en vous référant aussi aux images, aux icônes comme Audrey Hepburn ou les cow-boys. Est-ce que la symbolique a changé, a évolué depuis ? Ah oui, la symbolique a évolué aussi, notamment grâce aux lois anti-tabac, puisque maintenant la publicité pour le tabac est interdite. Il y a des choses qui sont quand même interdites. Les paquets, ils doivent être neutres maintenant, ou alors avec des images, ces paquets neutres, c'est avec des images aussi qui ne sont pas forcément très agréables à regarder. Donc tout ça, ça contribue à faire changer l'image. Il y a quand même chez les jeunes, moins de jeunes quand même qui entrent dans le tabagisme, même s'il y en a encore beaucoup, puisqu'on a vu qu'en France, on était quand même bien concernés. Bon, là maintenant, il faut se méfier, hein, puisque les industries du tabac, ils se rendent bien compte qu'ils ont une perte, en tout cas dans les pays développés, hein, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays sous-développés, où là ça se développe beaucoup. Mais sinon, dans les pays développés comme le nôtre, il y a quand même une diminution. Quand même. Il y a quand même pas mal de monde qui essaie d'arrêter, en tout cas, qui rentre dans des démarches de sevrage. Et les jeunes, ils sont quand même entrent un peu moins quand même dans le tabagisme. Et donc les industries essaient un petit peu de se renouveler. Donc ils ont été chercher le tabac chauffé, hein, qui reste du tabac. Et il y a aussi évidemment tout ce qui est puff, hein, qui sont vendus. Donc là c'est pas du tabac, c'est une vapoteuse. Mais en tout cas ça cible les jeunes. Et je pense qu'ils espèrent qu'à un moment donné ça les fasse basculer dans le tabagisme. Donc il faut être très prudent pour tout ce qui est vapoteuse chez les jeunes qui ne fument pas. On a l'impression que dans la société actuelle, les jeunes fument moins. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est vrai. Alors, pas dans toutes, malheureusement, dans les populations les plus précaires, ça reste compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a quand même moins d'entrées, effectivement, dans le tabagisme chez les jeunes. Il y en a encore, il faut rester prudent, il y a encore un gros travail à faire. Mais effectivement, il y a moins de jeunes. Je vous dis, l'image du tabac change. D'une image un petit peu cool. Voilà. Maintenant, les jeunes, ils ont quand même conscience. Hein. Il y a pas mal de choses qui sont faites aussi dans les collèges, des actions de prévention. Bon, voilà, je pense que les parents aussi, ils doivent voir leurs parents, pour ceux qui étaient fumeurs, arrêter de fumer, essayer en tout cas, voir que c'est compliqué. Donc voilà. Mais n'empêche qu'il y a quand même encore toute... c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux avec le tabagisme et chez les populations précaires, ça reste malheureusement encore très, 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 très important. Oui, et quels sont les effets négatifs du tabac au niveau médical et au niveau social et positifs du tabac? Alors, moi, les effets positifs du tabac, je pense que je ne suis pas très bien placée parce que je n'en vois personnellement aucun. Donc, les effets négatifs, on pourrait en parler longtemps. Mais on va juste parler notamment des principales, et qui sont de toute façon les principales maladies représentées. Hein, les principales maladies liées au tabac sont les cancers. Donc, on pense tout de suite au cancer du poumon, mais pas que. Le tabac est un facteur de risque de tous les cancers. Enfin, deuxièmement, ce sont les maladies cardiovasculaires. Donc, parce qu'en fait, le tabac, pour résumer, en gros, il participe au fait que les artères se bouchent. Donc, les infarctus, donc on pense tout de suite au cœur, mais il y a les accidents vasculaires cérébraux, il y a l'artérite des membres inférieurs, il y a toutes les artères comme ça qui peuvent être bouchées. Et aussi, évidemment, les maladies respiratoires, hein, puisque le tabac est responsable à 90% des BPCO, hein, donc la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc pour tous ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à venir me rencontrer. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir que le tabac est vraiment... ce n'est que, en fait, dans une cigarette ou dans n'importe quel autre produit du tabac, on dit qu'une fois que c'est allumé, il y a plus de 4000 substances toxiques. Donc, en gros, il n'y a aucune substance qui est bonne.
Donc ce n'est qu'un poison. Oui, tout à fait. Ouais. Pardon. Mon fils, il fume et on lui dit d'arrêter de fumer. Ses enfants lui disent d'arrêter aussi. Et puis il est têtu, il continue. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, tout fumeur sait que ce n'est pas simple d'arrêter de fumer et que parfois l'entourage, en voulant, on va dire, aider la personne et en lui répétant qu'il faut qu'il arrête, bon, les personnes fumeuses peut-être dans la pièce le savent, plus on vient leur répéter faut que t'arrêtes, et on déclenche chez eux ce qu'on appelle le réflexe correcteur, c'est-à-dire qu'on a envie de montrer qu'on fait comme on veut et qu'on fait ce qu'on veut. Hein, donc, mais par contre, il faut l'inviter à venir prendre des renseignements. Il faut se sentir libre. Quand on vient voir un tabacologue, hop, il n'y a pas d'obligation à être à 0 cigarette le lendemain. Entrer dans une démarche de sevrage, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà commencer à y réfléchir. C'est très difficile d'arrêter. Il faut déculpabiliser les fumeurs. Hein, tout à l'heure, je disais, le tabagisme, pour moi, c'est une maladie chronique. Les fumeurs sont victimes. J'ai peur qu'il n'attrape un cancer. Il y a un risque. On va pas dire le contraire. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Heureusement qu'on n'attrape pas tout, mais c'est vrai que quand on fume, malheureusement, il y a quand même de fortes chances à un moment donné d'avoir quelque chose. Hein, c'est pas certain c'est pas certain qu'on attrape le cancer quand même. Non, c'est pas certain, mais il faut quand même dire mais en tout cas, il y a beaucoup plus de risques. Il y a plus de risques. Ah, beaucoup plus, oui. Un fumeur a beaucoup plus de risques. Mon fils, il fume avec pas les cigarettes, c'est du tabac, et je sais pas comment ça s'appelle. La pipe. Le tabac à rouler. Une quoi? Électrique, ouais. Une vapoteuse. Oui. Alors ça, on va en parler. Je vois que ça fait. Oui, ça fait partie d'une question. Oui. Ça fait partie d'une question. On va en parler juste après. Mais soyez bien attentifs. Oui, en fait, je parlais des effets positifs parce qu'au niveau historique, il paraît que certains soldats étaient motivés pendant la Première Guerre mondiale, étaient motivés à aller au combat grâce à une cigarette. Alors, c'est vrai qu'ils ont mis, effectivement, au moment de la guerre et tout ça, des cigarettes pour les soldats. Alors après, forcément, c'était un contexte un petit peu particulier. Hein. Je pense que quand on se retrouvait dans les tranchées, à savoir qu'on risquait sa vie, je pense que le stress était intense. Et les cigarettes devaient effectivement peut-être un petit peu participer. Alors, on parle des effets positifs de la cigarette. En tout cas, certains fumeurs voient comme effet positif le fait que c'est un coupe-faim. Donc certaines personnes en fait arrivent à réguler, on va dire un petit peu leur poids avec ça, et ils ont peur au moment de l'arrêt en fait de prendre du poids. Mais il faut savoir que quand on est bien accompagné, il n'y a pas de prise de poids. L'autre effet, c'est l'effet, et souvent ce qui revient, c'est justement l'effet anti-stress, déstressant, gestion des émotions, contrariété. On prend une cigarette, on se sent mieux. Donc ça c'est vrai, puisque je vous expliquais que ça rentrait dans le système de récompense et que ça va libérer de la dopamine, mais c'est très ponctuel. Juste derrière, en fait, ça va malheureusement de nouveau engendrer du stress, en fait. Donc effectivement, c'est vrai, mais c'est très ponctuel. Comme autre effet, c'est vrai que ça a aussi un côté un petit peu où on est un petit peu plus... en fait, en même temps, ça détend, et en même temps, par exemple, quelqu'un qui est professeur, qui sait qu'il va passer sa nuit à corriger des copies, il va prendre une cigarette et il va avoir sa vigilance un petit peu accrue, c'est vrai. Donc c'est vrai aussi que ça pouvait donner... Alors après, est-ce que ça donnait vraiment le courage aux soldats pendant la guerre d'aller au combat Je ne sais pas. C'est parce qu'il fallait, à mon avis, en avoir beaucoup de courage. Mais en tout cas, c'est vrai que la cigarette a des effets, effectivement, qui peuvent sembler positifs, des effets positifs pour certains fumeurs. Mais je tiens quand même à rappeler que les effets positifs sont vraiment minimes par rapport à tous les effets négatifs du tabac. Alors en fait, je voulais demander, parce que, comment dire, on a vu qu'il y avait plus de 4000 molécules différentes dans la cigarette, mais est-ce que le tabac en lui-même, sans ses autres composés toxiques, est bon ou non ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tabac, à la base, c'est une plante qui contient déjà, par exemple, la nicotine, elle est naturellement présente dans la plante. C'est l'insecticide de la plante. Donc, ce sont déjà des substances qui sont naturellement présentes. Après, il y a des substances qui se créent du fait de la combustion. C'est-à-dire que quand on allume sa cigarette, forcément, ça crée une combustion.
Donc ça veut dire que la cigarette brûle en fait. Donc forcément, il y a une combustion. Et là, mais déjà à la base, même quand elle n'est pas allumée, il me semble que c'est déjà plus de 2000 et quelques substances toxiques déjà. Mais bon, après, voilà, le mode principal de consommation, c'est quand même le mode fumée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous cultivez du tabac bio dans votre jardin, ça reste quelque chose de toxique. Certes, les industriels viennent rajouter des choses dessus pour que la fumée elle passe mieux, pour que vous arriviez mieux à l'avaler, à l'inhaler plus profondément et à être dépendant beaucoup plus vite. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est que vous testiez assez vite, que la nicotine pénètre bien, puisqu'ils savent très bien qu'une fois qu'on teste, comme ça pendant, alors peut-être pas une cigarette, mais en tout cas très vite, au bout de quelques cigarettes, il va y avoir déjà une réaction au niveau cérébral et la dépendance va s'installer très vite. Donc le but des industriels, c'est ça, c'est que vous testiez et que la dépendance s'installe, parce que pendant ce temps-là, vous allez être client pendant un moment. D'accord, très bien. Mais en gros, il n'y a pas de tabac bio, il n'y a pas de bon tabac. Et je voudrais savoir quel est le coût du tabac individuellement et mondialement, collectivement dans le monde ou dans la France. C'est énorme. Alors le coût du tabac, en fait, faut le voir sous différents aspects. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément de chiffres en tête, mais c'est énorme, puisque il y a le coût. Là, c'est pour ça aussi que les gouvernements prennent un petit peu le problème à bras le corps, c'est que au niveau des dépenses de santé, vous imaginez bien que traiter quelqu'un pour un cancer, les traitements contre les cancers, c'est très onéreux. Quelqu'un qui est sous oxygène, ça a un coût. Quelqu'un qui fait un infarctus, les interventions, tout ça, ça a un coût. Les coûts de santé liés au tabac sont nettement supérieurs à ce que les taxes sur le tabac peuvent rapporter. Ouais. Ensuite, il faut voir tout ce qui est environnement. Parce que tout ce qui est les cultures du tabac, ça pollue énormément. Il faut savoir aussi que dans les cultures, ce sont souvent des gens défavorisés, notamment des enfants qui se retrouvent dans les cultures de tabac. Rien qu'en France, tout ce qui est traitement des mégots, le coût, en fait, c'est vrai que j'ai pas les chiffres en tête. Il faudrait que je me renseigne un petit peu mieux et que je vous les donne si ça vous intéresse ultérieurement. Mais c'est exponentiel. Les seuls qui gagnent là-dedans, ce sont les industriels du tabac, qui eux, effectivement, ils sont riches. Pour tout le reste... Comment arrêter de fumer ? Alors, il existe différentes façons. Le traitement, pour moi, numéro 1, effectivement, c'est quand même les substituts nicotiniques, puisque ils viennent justement traiter un petit peu la dépendance physique. Ils permettent un petit peu à la personne qui essaie d'arrêter de fumer d'être confortable, de ne pas se retrouver en manque. En fait, c'est un traitement de substitution. C'est-à-dire que la nicotine qui était amenée par les cigarettes au niveau du cerveau, là, elle va être amenée par les patchs, mais de façon différente. Quand vous fumez, quand vous tirez sur votre cigarette, la nicotine, elle arrive par shoot de nicotine qui arrive en 7 secondes au cerveau. C'est très rapide et ça participe vraiment grandement à la dépendance. Dans les patchs, il n'y a que de la nicotine également, mais elle arrive de façon continue. Donc c'est tout à fait différent et ça va permettre de faire diminuer progressivement les récepteurs à la nicotine et de progressivement, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, que les personnes puissent se sevrer tranquillement en fait du tabac. Évidemment, il n'y a pas, ça serait trop facile, il n'y a pas que la dépendance physique, on l'a dit, il y a tout ce qui est psycho-comportemental, puisque du coup, il faut apprendre à gérer ses émotions un petit peu différemment. Et ça, c'est la cigarette, c'est comme l'alcool, c'est un faux ami de penser qu'elle est déstressante ou c'est faux, c'est-à-dire que malheureusement, elle va derrière. C'est-à-dire que vous prenez votre cigarette, sur le coup, vous vous sentez détendu, mais juste derrière, vous allez de nouveau sentir en fait cet effet de manque qui est très désagréable en fait. Donc c'est vraiment un faux ami. Et c'est faux de penser que, parce qu'on est déjà quelqu'un d'un petit peu stressé ou d'angoissé, qu'on n'arrivera pas à arrêter de fumer. Il faut bien poser les choses, il ne faut pas se précipiter. Moi, j'aime bien dire que le sevrage tabac, c'est quelque chose qu'il faut prendre sérieusement. On fait une démarche sérieuse, mais on fait ça... détendu, cool, on ne se rajoute pas de stress. Non, c'est pas le but. Merci. Et que pensez-vous des cigarettes électroniques ? Alors, moi, j'appelle ça les vapoteuses pour justement les distinguer de tout ce qui est tabac, puisque dans la vapoteuse, il n'y a pas de tabac. Donc déjà, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de fumée de tabac.
Donc, il n'y a pas toutes ces substances toxiques qu'on peut retrouver dans le tabac. Pour autant, on est d'accord que le mieux, c'est rien, c'est-à-dire de ne rien inhaler, d'autre que l'air qu'on respire. Par contre, pour des personnes, la vapoteuse n'a d'intérêt que pour des personnes fumeuses qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. Parfois, avec les patchs, ça reste compliqué. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on peut aussi envisager de le faire avec une vapoteuse, dans laquelle on peut également mettre de la nicotine, puisque au départ, le cerveau a besoin de nicotine. Donc, ça peut être une aide à l'arrêt tabac. Et c'est moins toxique que la cigarette. Alors, on n'en connaît pas, je ne peux pas vous assurer, y a pas de, voilà, on n'a pas encore tout à fait le recul suffisant, donc je ne peux pas vous dire qu'il y a zéro risque avec la vapoteuse, mais on est quand même, on s'entend quand même pour dire que voilà, c'est quand même beaucoup moins toxique que le tabac. En tout cas, ça peut être une aide pour arrêter le tabac quand les substituts, par exemple, ne suffisent pas. Une question. La vapoteuse, c'est un substitut de tabac vu qu'on ingère de la nicotine à l'intérieur, mais est-ce que ça aide vraiment à arrêter en fait? Oui, ça peut aider à arrêter, à condition que ce soit bien utilisé et qu'on connaisse bien. C'est pour ça que moi, j'encourage les personnes qui souhaitent rentrer dans une démarche, en tout cas dans un premier temps, de se faire accompagner. Parce que c'est important d'être acteur et de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre ce qui se passe. C'est très important. Moi, la première consultation, quand les personnes viennent me voir, je n'impose rien en fait. La première consultation, on voit un petit peu ce que la personne veut faire. On parle un petit peu de son histoire avec le tabac. Et moi, ensuite, j'explique un petit peu ce qu'on a parlé là, ce qu'est le tabac, comment ça fonctionne, ce qu'il fait sur l'organisme et quels sont les différents traitements proposés et surtout comment ils fonctionnent. C'est ça qui est important. Quand on part dans quelque chose, comme pour tout, c'est important de comprendre. La personne doit être actrice de son sevrage. Parce que moi j'ai vapoté pendant 9 mois, du coup 9 mois sans cigarette. Oui. J'ai pris des nicotinelles à la menthe, 2 mg de nicotine. Oui. Ça n'a pas marché, enfin ça a marché sur le coup pendant 9 mois avec la vapote. Mais du jour au lendemain, je sais pas pourquoi j'ai repris une cigarette. Alors, voilà. Donc, on en vient au fait qu'effectivement, ce qui est compliqué, c'est aussi de garder sa motivation dans la durée. Parce que malheureusement, en fait, le cerveau garde en mémoire un petit peu l'apprentissage. Ce qui fait que quand on a été fumeur, c'est un peu comme quand on a eu un souci avec l'alcool. Malheureusement, il suffit de reprendre une cigarette pour que ça réanime un petit peu comme ça tous ces récepteurs qui s'étaient mis en veille et on reprend la consommation qu'on avait, voire comme monsieur tout à l'heure, voire plus en fait. Mais pourquoi on fume 2 fois plus, voire 3 fois plus pour moi après l'arrêt du tabac justement? C'est parce que en fait, les récepteurs s'étaient mis un petit peu en veille et pour avoir ce même effet qu'on ressentait avant, il faut plus en fait. C'est un petit peu comme une personne qui a des douleurs chroniques. Au départ, elle est soulagée avec un certain dosage de médicaments et au bout d'un moment, il faut augmenter. Bon, voilà. Et quand on supporte plus aucun substitut de nicotine, comment on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que ça veut dire ne plus supporter aucun substitut de nicotine? C'est-à-dire moi j'ai essayé les sprays, ça me pique dans la gorge, du coup j'ai pas pu les prendre. Oui. Les nicotines, ça marche, enfin les substituts de nicotine, gomme à mâcher et pastilles à sucer, ça marche plus non plus. Pourquoi ça marche plus? J'ai tout le temps envie de fumer, voire plus en fait. Oui, mais est-ce que du coup vous avez continué la vapoteuse à côté? Non, j'ai arrêté parce que justement j'ai vapoté à côté de ma conjointe et elle a chopé des trucs au poumon à cause de la vapote. Des nodules. Parce qu'elle a respiré la vapote et pas longtemps après elle commençait à tousser tout ça et moi je toussais pas et elle a fait un examen et elle a eu des nodules au poumon à cause de la vapote en fait. Ça a été diagnostiqué par le médecin qui lui a dit que pneumologue il a dit que ça pouvait être la vapote, oui, ou soit elle a fait un sevrage en même temps que moi du tabac en fait, du coup ça l'a fait tousser, ça a provoqué ça. Elle était déjà à côté de vous quand vous fumiez? Oui, voilà. Donc après on va faire la part des choses entre parce que les nodules ils apparaissent pas ouais. Après, c'est peut-être la cause du tabac principalement. Voilà, parce que j'ai quand même fumé pendant plus de 6 mois à côté d'elle. Alors après, là, faudrait voir ça effectivement avec le médecin qui vous a suivi. Mais en tout cas, moi, je reste persuadée que c'est quand même mieux de vapoter que de fumer. Après, si vous voulez plus du tout utiliser la vapoteuse, dans ces cas-là, et pourquoi vous n'avez pas essayé les patchs? Parce que ça marche pas, ça me gratte en fait, donc je les supporte pas. Oui, mais il y a différentes marques aussi. J'ai essayé plusieurs marques. Après, faudrait et la venir me vapote, voir. j'étais accro, du coup j'ai dû arrêter et refumer en fait parce que j'étais plus accro à la vapote que à la cigarette après. Donc,
C'est différent. Le mode d'arrivée de la nicotine avec la vapote est différent. On ne peut pas comparer une cigarette avec la vapote. C'est normal quand on vapote d'avoir la vapote plus souvent à la bouche, puisque ça n'arrive pas de la même façon. Ça, c'est pas grave, puisqu'il n'y a pas de fumée. D'accord ? Mais après, voilà. Après, si pour quelque chose d'un petit peu plus personnel, moi, je vous encourage à venir prendre rendez-vous et on peut voir un petit peu... Voilà, parfois, ça prend un petit peu du temps aussi de trouver ce qui correspond à chacun. Mais en tout cas, c'est bien parce que vous êtes motivé, vous gardez votre motivation. Bah, ça fait à peu près 3 ans que j'essaie d'arrêter de fumer parce que j'ai tout le temps des angoisses, donc je fais souvent des radios, des poumons, parce que j'angoisse en fait de fumer et je comprends pas pourquoi je fume parce que je suis angoissé en fait. Mais parce que je vous dis, le tabac c'est une drogue. Une fois qu'on a commencé, c'est compliqué d'arrêter, même quand on le souhaite, même quand on est sincèrement. Mais là, du coup, j'ai acheté des gommes pour espacer le temps de cigarette en fait. Oui, c'est entre déjà. chaque cigarette. Vous avez commencé la démarche par une réduction, c'est déjà bien. Ouais. Mais voilà, moi je vous encourage à venir consulter. Bonjour, moi je voudrais savoir, justement, je suis conjointe de Boris, la fumée quand je suis à côté de lui, est-ce que c'est mauvais pour moi ? Oui, tout à fait. Si je la respire. Le tabagisme passif est aussi nocif que le tabagisme actif. Il faut savoir que dans le tabagisme, il y a le tabagisme actif, donc c'est la personne qui fume. Le tabagisme passif, c'est quand on respire la fumée de quelqu'un d'autre qui fume. Et il y a le tabagisme résiduel aussi, c'est-à-dire que c'est mauvais aussi de fumer dans une pièce, même si après, quand on a fini de fumer, il reste aussi des choses des particules tout à fait dans la pièce. Voilà, donc il y a vraiment 3 types de choses. Et le tabagisme passif, si vous êtes à côté et vous respirez la fumée, effectivement, vous avez effectivement les méfaits du tabac. C'est comme si je fumais, quoi, en fait. Tout à fait. Bon, moi, je vais m'y mettre. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que le tabac actuellement est beaucoup plus nocif qu'il y a 50, 60 ans en arrière? Parce que moi, je suis trop jeune et je n'ai pas connu, mais mon père, qui a 70 ans maintenant, il m'expliquait qu'il allait chercher son tabac, le tabac pour son père, pour mon grand-père, et il y avait 2-3 marques de tabac qui étaient vendues au gramme. Et mon grand-père était rentré aux mines à 14 ans. Et il a fumé toute sa vie. Il est décédé très âgé. Il a arrêté de fumer parce qu'il était à l'hôpital. Et il n'est pas mort du tabac. Il n'y a aucun lien. Il est décédé à plus de 90 ans. Il a fumé toute sa vie. Est-ce que le tabac est beaucoup plus nocif que maintenant ? Alors là, il y a plusieurs choses, effectivement, dans ce que vous me dites. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Même si le tabac, même si vous le cultivez bio dans votre jardin et que vous fumez, de toute façon, vous aurez les méfaits du tabac. Maintenant, c'est vrai que les industries du tabac, quand elles viennent, je vous dis, mettre cette sorte de sauce un petit peu, quand ils viennent saucer un petit peu ce tabac, c'est pour que la nicotine pénètre plus vite et qu'on en devienne plus vite dépendant, si vous voulez. Après, je ne suis pas sûre que le tabac, avant, il était meilleur que celui d'aujourd'hui. Maintenant, effectivement, il y a des procédés pour que la nicotine pénètre de façon plus rapide dans les poumons et que vous soyez plus vite dépendant. Donc, après, on va toujours trouver dans son entourage la personne qui a fumé et qui n'aura pas forcément eu de problème de santé, on va dire, en tout cas, au moment où on parle par rapport au tabac. On n'est pas tous égaux face à la maladie non plus. On va tous aussi trouver des non-fumeurs qui vont avoir trouvé un cancer du poumon. Il y a d'autres facteurs de risque, on est tout à fait d'accord. Il y a la pollution, l'exposition professionnelle, il y a aussi tout ce qui est facteur génétique, puisqu'on vient malheureusement aussi au monde avec son bagage génétique, donc il y a forcément des choses. On est aussi parfois, tous les fumeurs ne vont pas développer une BPCO, tous les fumeurs ne vont pas développer un cancer, tous les fumeurs ne vont pas faire d'infarctus. Pour autant, il y a quand même de grandes chances, en tout cas on multiplie ces chances d'avoir un de ces problèmes en fumant. Alors de là à dire qu'avant le tabac était meilleur, pour moi, même si vous le cultivez bio dans votre jardin, le tabac reste mauvais. Ce n'est pas du tout, on va dire, dans l'ordre des choses d'aller inhaler de la fumée et la mettre dans ses poumons et dans le reste de son organisme. J'ai envie de dire, même si vous passiez la tête au-dessus de votre barbecue à longueur de journée, ça ne serait pas bon non plus. C'est-à-dire que d'inhaler de la fumée, ça reste mauvais. Fumer une cigarette, c'est inhaler de la fumée. Voilà. Et aussi, je voulais vous demander, vous parlez tout à l'heure que l'État finance énormément les campagnes anti-tabac.
J'ai travaillé 13 ans dans des débits de tabac et on a des règles, des lois à respecter et qui sont très sévères. Je ne vais pas citer les marques, mais il y a certaines marques de cigarettes qu'on doit exposer en premier, que les gens doivent les voir en premier. Si on ne respecte pas la réglementation, nous sanctionne fortement, voire nous retirer la licence de tabac. L'État nous a financé les alarmes, l'État a financé beaucoup de choses, et de l'autre côté, finance les bureaux de tabac pour qu'ils aient le meilleur débit possible, et d'un autre côté, finance les campagnes anti-tabac. Il y a un hic quelque part. Alors, effectivement, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut reprendre un petit peu l'histoire du tabac, c'est-à-dire que quand même, il a été mis un petit peu très fort depuis le début du XXe siècle. Donc c'est vrai que, comme on l'a dit, à coup de publicité, à coup tous les lobbying du tabac, en fait, ils ont beaucoup de pouvoir. Donc ils ont amené un petit peu ce tabac là chez nous. Donc l'État, effectivement, à un moment, il a de toute façon été dans la culture du tabac. Donc il n'y avait que l'État qui avait les cultures de tabac. Bon, maintenant, ils font machine arrière parce qu'ils se rendent compte aussi des dégâts que ça fait sur la santé et, comme je vous l'ai dit, des coûts de santé. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, en France, on a quand même la chance d'avoir des politiques anti-tabac qui sont importantes. Il n'y a pas beaucoup de pays, par exemple, vous prenez la Suisse qui est à côté, les substituts nicotiniques ne sont pas remboursés. Les publicités pour le tabac sont toujours autorisées. C'est pas ce qu'on vit en France, c'est pas forcément ailleurs dans les autres pays. Donc la France, elle s'est quand même positionnée. Et là, par exemple, pour tout ce qui est moi, là, je parle de ce qu'on connaît, par exemple, sur l'hôpital. Ils ont quand même aussi donné des financements, par exemple, pour participer, pour qu'il y ait un poste aussi de tabacologue sur l'hôpital Nappeville. Tout ça, voilà, c'est aussi grâce à des financements qu'on a obtenus, grâce à la volonté de la direction de l'hôpital Nappeville de demander, de faire un projet et de demander ces financements. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites quand même maintenant pour lutter, en tout cas faire prendre conscience. Parce que si on interdisait le tabac du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passerait ? Ce qui se passe déjà de toute façon. Là, on entend dans les informations qu'on arrête des personnes qui font du trafic. En plus, là, ça coûte tellement cher que forcément, ils vendent le paquet moitié prix, ou alors les gens vont le chercher en Belgique ou en Espagne ou aux Pays-Bas. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui fume, de toute façon, s'il a décidé de fumer, il va le trouver, son tabac. Il y a d'autres substances qui sont interdites et pour autant, elles sont quand même courantes. Donc je pense qu'interdire complètement, c'est pas de toute façon la solution. Il y aura forcément des marchés parallèles qui vont se mettre en place. Ce qu'il faut vraiment, c'est ce qu'on fait, c'est faire de la communication, c'est éduquer les personnes, leur expliquer, faire vraiment prendre conscience des risques et que les personnes décident. D'ailleurs, c'est quand même rassurant. Il y a quand même une augmentation du nombre de personnes qui rentrent dans des démarches de sevrage, qui testent les substituts et tout ça. Donc c'est encourageant. Il se passe quand même beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez qu'une personne seule, sans se faire aider, peut arrêter ? Ah oui, de toute façon, dans mon entourage, j'entends forcément des personnes qui ont arrêté de fumer pour diverses raisons. Souvent, ils ont eu un choc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame qui a vu son papa mourir d'un cancer du poumon ou des choses comme ça qui donnent un petit peu un électrochoc. Mais il y a des personnes qui arrivent à arrêter de fumer effectivement sans rien. Après, il faut savoir que pour les personnes pour qui c'est plus compliqué, faut pas hésiter. Il y a des personnes comme moi, mais il y en a d'autres qui peuvent vous aider, en tout cas, à comprendre déjà un petit peu les mécanismes, le fonctionnement un petit peu de la dépendance du tabac et comment on peut mettre des choses en place. Parce que qui fait le sevrage ? C'est pas le tabacologue, c'est bien le patient qui est en face. Donc c'est le patient qui est en face qui doit comprendre comment ça fonctionne et qui doit trouver sa solution à lui. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une solution pour tout le monde. C'est vraiment la personne qui va trouver sa solution en fonction de lui, de son mode de vie, de sa gestion des émotions. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Sinon, ça serait facile, on ferait un mode d'emploi, on le diffuserait à tout le monde et puis tout le monde ferait pareil. Mais même, par exemple, pour 2 personnes qui fument la même quantité de cigarettes, elles n'ont pas forcément besoin du même dosage de substitut, par exemple. Voilà. Donc, mais après, il faut aussi beaucoup travailler sur la motivation aussi. Il faut beaucoup travailler là-dessus, parce que beaucoup de personnes comme vous, je ne sais plus qui a dit qu'ils se sentaient coupables tout à l'heure de fumer. Beaucoup de personnes, en fait, fument
elles sont coupables elles se sentent coupables de fumer parce qu'elles savent que c'est pas bon pour leur santé, mais en même temps, elles n'arrivent pas à arrêter. Psychologiquement, c'est compliqué. Hein. Donc, l'arrêt tabac, ça demande un accompagnement qui est global. C'est pas juste je donne une ordonnance de substitut et puis voilà. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Ça demande vraiment un accompagnement. Mais c'est un accompagnement. C'est pas le thérapeute qui fait pour la personne en face. C'est la personne en face qui fait son sevrage. Moi, j'ai envie d'arrêter de fumer parce que je me sens exclu. Parce que là, actuellement, je vous cause, mais j'ai envie de fumer. Et si je m'ai envie de fumer dehors, je vais venir, je vais louper une partie de l'émission. et c'est ça, les fumeurs, on les met dehors. Enfin, et on se sent. Moi, ça me gêne. Est-ce que vous comprenez pourquoi on les met dehors, comme vous dites? Oui, je comprends pourquoi. Pour protéger les non-fumeurs. On peut se sentir exclu aussi quand on fume pas, parce que moi je me rappelle de repas de famille où mon père fumait pas et tout le monde sortait en pleine soirée, les fumeurs quoi, et ça cassait complètement la soirée et voilà quoi. Donc on peut se sentir exclu aussi quand on fume pas parce que ça avait un côté convivial de fumer, enfin voilà. Aussi, et moi je voulais poser une question. Ça va faire donc 10 ans que j'ai arrêté de fumer. Et parfois encore, j'ai l'impression de ne pas avoir toutes mes capacités respiratoires, en fait, de devoir prendre des grandes inspirations où je peux me sentir... Enfin, je voulais savoir au bout de combien de temps récupérer, en fait, des poumons normaux. Alors, s'il y a eu des choses en fait qui ont, alors faut savoir que par exemple pour parler de la BPCO, s'il y a alors là dans votre cas je ne sais pas, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est juste pour prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un qui aurait commencé à développer une BPCO, parce qu'on ne tombe pas malade du jour au lendemain, hein, c'est quelque chose qui s'instaure comme ça progressivement, c'est comme les plaques d'athérome, elles ne viennent pas du jour au lendemain, elles se sont mises progressivement. Donc, quand on arrête de fumer, ce qui a été fait, les dégâts qui ont été causés, ils restent causés. Hein. C'est pour ça que... non mais c'est tout ça pour dire que il y a des choses, mais par contre, il y a toujours un intérêt à arrêter de fumer, parce que quand on arrête de fumer, on arrête d'aggraver entre guillemets la situation. Et il y a par contre des symptômes, même si les poumons, par exemple, pour parler de la BPCO, restent des poumons de BPCO, on peut récupérer du souffle. C'est quoi BPCO, pardon ? C'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. En fait, c'est parce que dans la fumée de tabac, il y a des substances qui sont très irritantes. Ça provoque une réaction de défense, on va dire par exemple des bronches. Donc il va y avoir un phénomène d'inflammation. Donc ça va fragiliser, un petit peu durcir et diminuer aussi le calibre de la bronche. Il y a une production de mucus aussi, c'est pour ça que quand on est fumeur, on parle de la toux du fumeur, il y a un petit peu de crachat. Et donc progressivement, en fait, il y a une diminution du calibre des bronches, donc l'air circule moins bien, par exemple. Mais tous les fumeurs ne vont pas développer de BPCO, hein, donc c'est juste un exemple pour vous dire que c'est pareil. Si les artères ont commencé à se boucher, à l'arrêt du tabac, elles ne se débouchent pas spontanément. Elles vont arrêter de continuer à se boucher, mais celles qui ont commencé à se boucher, elles ne vont pas se déboucher. C'est pour ça que plus on arrête de fumer tôt, mieux c'est effectivement pour la santé. Pour autant, il ne faut jamais se dire « moi tant pis, c'est foutu, je fume depuis 30 ans ou 40 ans ». Il y a toujours un intérêt à l'arrêt du tabac, on trouve toujours des bénéfices. Il n'y a aucun inconvénient à l'arrêt tabac. Aucun. Et peut-être que le fait de se mettre au sport, tout à fait. ce genre de choses peut aider à retrouver... Tout à fait. Souvent, dans la plupart des pathologies, en tout cas pour les personnes qui sont fumeuses, le premier traitement, c'est l'arrêt du tabac. Effectivement, il y a d'autres traitements associés qui ne sont pas forcément médicamenteux. La reprise de l'activité physique, c'est quelque chose qui est très important. Et évidemment, une alimentation qui est équilibrée. Voilà. Ça, c'est vraiment déjà des choses sur lesquelles on peut jouer. Alors évidemment, ensuite, s'il y a besoin d'un traitement, ça c'est le médecin qui voit ça, mais déjà à son niveau, on peut déjà faire des choses dans ses habitudes, entre guillemets, de vie. C'est pas vraiment une question parce que vous avez répondu à ce que je parlais, c'est-à-dire le fumeur passif. J'ai connu un couple de docteurs, l'un était généraliste et la femme était gynécologique. Et pourtant, elle fumait, mais pas lui, parce que lui, il était médecin du sport, donc il savait, mais pourtant, il ne lui a jamais rien dit. Donc, comme il s'aimait, je suppose qu'il est devenu fumeur passif et il est mort.
Donc, je pense qu'il faut, lorsque vous avez peu, je pense qu'il faut aussi penser à l'autre quand on aime vraiment. Et je pense que l'amour peut parfois aider ou pas. Mais il faut chercher, à mon avis, une activité, quelque chose qui motive la personne pour lui faire comprendre que si elle veut arrêter, il faut que l'activité dépasse, soit plus fort que le tabac. Alors, c'est compliqué, ça dépend vraiment des personnes. Après, ce qu'il faut surtout, c'est pas rajouter de culpabilité, je pense, chez la personne fumeuse. Moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de comprendre, en fait. Et beaucoup de personnes, en fait, ont déjà essayé d'arrêter de fumer, mais l'ont fait par elles-mêmes, parce que souvent, le fumeur, notamment, il a un peu l'impression qu'on le culpabilise dans son tabagisme. Donc, il n'a pas forcément envie d'en parler, parce que, voilà, il fume... Voilà, quand on est encore au stade de fumeur heureux, on n'a pas forcément envie d'entendre parler de tout ça. Puis c'est surtout que quand on a expérimenté le manque, on n'a pas forcément envie d'aller se lancer là-dedans. C'est quelque chose qui peut paraître vraiment infaisable pour certaines personnes, le sevrage tabac. Mais déjà, quand on a les informations, quand on sait comment ça fonctionne, donc là, je ne peux pas tout détailler aujourd'hui parce que, par exemple, quand les personnes viennent me voir la première fois, la consultation, elle dure 1 heure. Et ce n'est pas 1 heure où on se regarde dans le blanc des yeux et la plupart des personnes, ça passe très vite. C'est parce que, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à essayer d'expliquer, de comprendre. Et puis même après, au bout de ça, déjà, il y a des choses qu'on comprend et ensuite, on prend sa décision. On voit ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et pour autant, après, ça peut encore évoluer. C'est-à-dire qu'on peut tester. Moi, je suis... Souvent, j'aime bien dire aux gens, mais c'est pas grave. Vous testez. Qu'est-ce que vous risquez à tester ? Il faut tester. Comment voulez-vous savoir si les patchs, ça va vous convenir si vous les avez pas testés ? Si le fait de changer un petit peu ses habitudes ou de gérer son angoisse avec autre chose, je sais pas moi, de se mettre à une activité artistique, à une activité sportive. Voilà, c'est vraiment... c'est un ensemble de choses. Alors après, effectivement, mais souvent, le fait d'arrêter de fumer, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. Ça c'est la meilleure des motivations. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le faire pour soi, même si on peut aussi être motivé par le fait, comme vous disiez, par rapport à son conjoint, par exemple, qui ne fumerait pas. Et tout ça, ça peut aussi participer. Mais la motivation, il faut d'abord la trouver en soi. Parce que si on le fait pour faire plaisir aux autres, alors qu'on a de toute façon soi encore envie de fumer, c'est compliqué. Donc la motivation, ça se travaille aussi. Il faut la travailler et parfois il faut la travailler sur le long terme. C'est pour ça que les suivis en tabacologie, ça peut durer 1 an, ça peut durer plus qu'1 an, ça dépend. Et puis la démarche de sevrage, en fait, parfois il peut y avoir à un moment donné un petit incident de parcours. On peut y avoir ce qu'on appelle un petit craquage ou un gros craquage, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on a retouché à une cigarette ou à 10 cigarettes dans sa journée que le lendemain on peut pas repartir dans sa démarche de sevrage. Voilà, faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, en tirer certaines leçons, et la fois d'après, on saura mieux comment gérer. Il faut essayer d'analyser pourquoi cette fois-ci, je suis allée chercher des cigarettes. Voilà. Et puis, il faut oser aller en parler avec la personne qui est en face. Il ne faut pas dire ce que vous pensez que la personne en face a envie d'entendre. Moi, les gens n'arrêtent pas de fumer pour me faire plaisir. Ils le font pour eux. Donc, le but, c'est d'être en confiance avec la personne qu'on a en face et de pouvoir dire ce qui se passe. Par rapport à ce que vous disiez, Boris, tout à l'heure, je fais un pont avec ce que vous venez de dire aussi. Sans doute, et avec ce que vous disiez, Muriel aussi, sans doute l'autre, il est très important, mine de rien, dans la décision d'arrêter de fumer. Moi, je pense au contraire qu'en tant que vous êtes une adresse possible de toutes ces difficultés-là, c'est très important que vous aussi, vous ayez envie que l'autre arrête, ou on peut avoir envie effectivement de rester là dans le cours de l'émission et de pas aller s'exclure, s'extraire de la situation. C'est un peu par les autres, par l'autre que ça peut passer aussi. Les autres, effectivement, peuvent être une aide à l'arrêt. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise motivation. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai que le tabagisme, c'est quelque chose, parce que parfois, il y a des personnes qui disent « oui, je le fais parce que j'ai 2 enfants ». Et évidemment, ça peut participer à la motivation et des choses comme ça. Mais en tout cas, il faut aussi que la personne, au fond d'elle, parce que certaines personnes se sentent, entre guillemets, un peu obligées d'arrêter. C'est-à-dire que parfois, ils viennent parce que on leur a découvert quelque chose ou ils ont une petite alerte au niveau de la santé, notamment.
Et puis, ils savent que pour leur santé, c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire, c'est d'arrêter de fumer. Pour autant, ils ne sont pas encore arrivés au stade où ils se disent moi, j'en ai marre de fumer, j'aime plus ça, je veux m'arrêter. Mais c'est vrai que je trouve ce qui est important aussi à dire, que parfois, il ne faut pas forcément se sentir totalement prêt pour commencer la démarche. C'est-à-dire que commencer la démarche, c'est déjà prendre un rendez-vous, essayer un petit peu de faire le point sur ses motivations, sur où on en est, et pourquoi pas tester. Commencer à tester des choses. Voilà, quand on teste, ça n'engage à rien en fait. Et peut-être qu'on va trouver quelque chose et que ça va nous aider. Et on va dire tiens, finalement, c'est qu'avec le patch, je le mets et puis finalement, c'est vrai, je suis pas en manque. Et on peut commencer à faire une démarche de réduction. Parce que ça, on entend parfois à l'extérieur que c'est dangereux et que c'est interdit de fumer avec un patch. C'est faux. Parfois, si on met un patch qui est pas dosé suffisamment pour aller remplir tous les récepteurs, il va rester probablement des cigarettes. Mais c'est pas grave. On est dans une démarche de réduction. Donc on peut commencer aussi à mettre un patch et ça enlève déjà certaines cigarettes. Et après, quand la personne se sent prête, d'aller un petit peu plus loin. Mais déjà de prendre confiance et de voir un petit peu, tiens, je mets un patch, combien j'enlève de cigarettes? Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Voilà, il faut tester des choses. Mais faut pas non plus penser que le patch ou les autres techniques, elles font tout à votre place. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément très envie. Ils le savent que pour leur santé, ça serait mieux. Et puis, ils pensent que le patch, et que le patch va faire tout le travail. Non. La démarche de sevrage, ça reste quelque chose qui n'est pas simple. Ça, c'est pas un parcours de santé. C'est quelque chose qui demande effectivement de l'investissement, des changements de comportement. Parfois, il faut essayer de changer un petit peu ses habitudes. Parce qu'on a parlé un petit peu de la dépendance psychologique et la dépendance comportementale aussi. C'est-à-dire qu'on est habitué. Là, c'est les habitudes. On prend un café, on allume une cigarette. On sort de sa voiture, on allume une cigarette. Il y a des choses qu'on fait un petit peu instinctivement. Et ça, c'est pas toujours évident non plus de changer un petit peu ses habitudes. Voilà, il y a forcément des choses. Et ça demande la dimension sociale, comme vous disiez. Effectivement, parfois, il y en a qui me disent oui, mais c'est vrai que le week-end, quand je vois les amis, du coup, c'est un peu compliqué. Évidemment, mais on va avancer progressivement. On peut pas tout gérer forcément d'un coup. Donc... Voilà. Et c'est pas de plus ou moins bon pronostic si on arrive très vite à 0 cigarette. Il y a des personnes qui arrivent très vite à 0 cigarette pour qui ça reste facile après. D'autres qui arrivent à 0 cigarette et puis au bout de 10 jours, 15 jours, ça commence à un mois, ça commence à être un petit peu compliqué. D'autres qui ont du mal à diminuer leur nombre de cigarettes, mais au bout d'un moment, au bout d'un an, il y a pas de... On peut pas faire le pronostic... il y a pas de... C'est pas si simple... On ne peut pas dire parce que vous arrivez à 0 cigarette en 2 jours, c'est bon. Non. Et il ne faut pas forcément attendre de ne plus avoir de contrariété dans la vie parce que malheureusement, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais des périodes sans contrariété du tout, je ne sais pas. Donc ça, c'est parfois aussi, il y en a qui disent oui, mais ce n'est pas le moment. Là, j'ai ci, j'ai ça. Mais finalement, dans la vie, il y en a toujours des contrariétés. Donc ça peut être aussi apprendre à gérer son sevrage malgré les contrariétés. C'est possible. On dit qu'il faut de la volonté. Alors, tout à fait. Alors, là, on est un peu mitigé. Tout dépend de ce qu'on appelle la volonté. Il y en a qui disent, oui, de toute façon, tout est dans la tête. Moi, j'ai besoin... Enfin, souvent, les gens... De la volonté, oui. Oui, c'est-à-dire que, certes, il faut le vouloir. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas arrêter de fumer, si on me l'envoie parce qu'il est obligé et puis qu'on lui colle les patchs de force et puis, bon... Voilà, il va forcément diminuer un peu ses cigarettes, mais est-ce que ça durera quand vous serez plus à côté de lui c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça contre la volonté de quelqu'un. Donc il faut à ce niveau-là effectivement de la volonté. Mais en tout cas, la volonté ne fait pas tout non plus. Moi, je vois tous les jours des patients qui le veulent arrêter de fumer, qui le veulent sincèrement, et pour autant, c'est compliqué. Donc ça, pour eux, c'est de la culpabilité aussi, parce qu'on leur dit oui, c'est bon, tout est dans la tête, il suffit de le vouloir. Non, il y en a qui le veulent et pour autant, ça reste compliqué. On aura parlé du tabac comme une intoxication à la nicotine. Tout à l'heure, vous avez dit que le tabac était aussi une plante qui avait des vertus médicinales. Quelles sont ces vertus médicinales? Alors, ça a été vu comme une plante avec des vertus médicinales au moment où ça a été ramené un petit peu des Amériques. Par exemple, je ne sais plus quelle reine s'en servait pour traiter, je ne sais plus quoi, de quelle maladie de son fils. Voilà, ça a été des choses qui ont été un petit peu vues comme ça. Mais non, maintenant, on est bien d'accord que le tabac, il n'a rien de médicinal. Ça a été vu à un moment donné, effectivement, quand ça a été ramené des Amériques comme quelque chose qui pouvait
servir à traiter certains maux de tête, par exemple, mais non, pas du tout. Hein. Donc là, j'espère que là, dans le message, je suis claire, le tabac n'est absolument pas un médicament, c'est un poison, hein, voilà, si on peut résumer ça sur la fin. Et je ne vois aucun bienfait à fumer, hein. Donc il n'y a vraiment que des inconvénients. Et je le répète, parce que parfois il y en a qui me disent oui, bah, je fumais, j'étais pas malade, et là j'ai arrêté de fumer, et puis bah, après voilà, l'arrêt tabac ne va pas non plus protéger le fait de développer une maladie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'arrêt tabac qui a provoqué ça. Hein. La maladie, elle s'est développée, et l'arrêt tabac n'a absolument rien à voir avec le fait que la maladie soit développée. Il n'y a aucun inconvénient, aucune contre-indication à arrêter de fumer. Pardon, je voulais juste dire, vous disiez tout à l'heure que quand on arrête, on reste ex-fumeur. Et juste apporter mon témoignage que 10 ans après, je rêve encore parfois que je recommence à fumer. Voilà, ça nous habite longtemps. Alors, tout à fait. Une fois qu'on a été fumeur, on reste ex-fumeur, c'est-à-dire qu'il faut toujours être prudent avec le tabac. Il ne faut pas se dire au bout de 10 ans, oh bah tiens, je testerai bien d'en reprendre une petite comme ça. Il faut savoir quand même qu'il y a de forts risques que ça réanime tous ces récepteurs qui s'étaient endormis et de reprendre très vite une consommation qui était celle qu'on avait, voire plus. Merci. Oui, j'aurais voulu une petite précision technique par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure là, concernant l'utilisation soit des cigarettes ou alors, pour son budget, utiliser des roulés ou des tubes. Le problème de nocivité supplémentaire, en fait, c'est quoi ? C'est la combustion qui est différente ? Alors, ça vient aussi du fait que, en fait... moi, j'aime bien prendre l'image un petit peu de plus qu'on fume est humide, plus la fumée qui va s'en dégager va être toxique et acre. Souvent, j'aime bien expliquer aux patients que j'ai devant moi, quand vous mettez du bois qui est encore un petit peu humide dans votre cheminée ou dans votre poêle, on va tous se rendre compte que la fumée, elle est encore beaucoup plus toxique, acre, et qu'il faudra sûrement ramoner sa cheminée davantage que si on brûle du bois qui est bien sec. Donc, ça vient un petit peu de ça, c'est-à-dire que le tabac qui est en pot, il y a des humidifiants supplémentaires pour ne pas en fait qu'il devienne de la poudre complètement et qu'ils puissiez continuer à l'utiliser. Hein, les industriels mettent des humidifiants dedans. On a aussi tendance à être parfois un petit peu plus généreux soi-même, tandis que les cigarettes qui sont en paquet, vous en prenez 2, elles sont strictement identiques. Le tabac est quand même plutôt bien séché et puis voilà. Donc c'est vrai que les cigarettes tubes ou les cigarettes roulées, ça équivaut au moins à 2 cigarettes en paquet. Oui, j'avais effectivement vu des fois des ouvriers ou des personnes qui étaient dans la consommation de rouler, tout ça, mettre des morceaux de carottes pour humidifier le tabac, vous avez raison. Oui, mais même, déjà rien que les industriels, ils mettent des choses. Et c'est vrai que je voudrais faire un petit aparté parce que voilà, sur la chicha, sur le narguilé, par exemple, une séance de chicha ou de narguilé d'une demi-heure, 1 heure, parce qu'en général, c'est pas quelque chose qu'on consomme comme la cigarette. On va dans un bar à chicha ou on est entre amis, et puis ça équivaut à 40 cigarettes. Hein, donc ça, les jeunes, souvent, ils ne sont pas au courant. Donc, souvent, ça sent bon. Hein, ça sent pas tout à fait comme la fumée de tabac. Mais voilà, faut savoir que la chicha et le narguilé, ça équivaut à peu près à 40 cigarettes. Un cigare, c'est à peu près 8 cigarettes. Voilà. Donc, voilà. En fait, dans le tabac, il n'y a aucun dispositif qui est meilleur que l'autre. Hein, ça, c'est... En fait, voilà. Il n'y a aucun tabac qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas de tabac bio. Tout produit du tabac est très 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 nocif pour la santé. Oui, tout à fait, oui. Donc indépendamment de l'envie d'arrêter, il faut beaucoup de motivation, beaucoup de courage et ne pas hésiter à se faire assister par des personnes à même de vous aider. Voilà. Alors moi je pense qu'il faut déjà effectivement de la motivation. Après... il y en a qui disent qu'il faut se sentir totalement prêt, il faut venir et tout ça, il faut bien travailler. Moi, je pense qu'on peut déjà, même parfois quand on ne se sent pas forcément prêt, notamment parfois je vais au-devant de personnes qui sont hospitalisées et qui malheureusement se retrouvent en sevrage forcé puisqu'ils ne peuvent pas descendre fumer. C'est peut-être des démarches qu'elles n'auraient pas entamées, donc elles n'étaient pas forcément prêtes.
Mais le fait de voir que on leur propose de mettre un patch pour être confortable pendant leur hospitalisation, et parfois le fait de voir que le patch, ça les soulage et qu'elles n'ont pas les symptômes de manque, et ensuite elles ont envie, elles prennent rendez-vous, elles continuent leur démarche de sevrage, alors qu'elles n'étaient pas forcément prêtes avant de rentrer à l'hôpital. Donc ça dépend vraiment des personnes. Effectivement que si on se sent totalement prêt, il ne faut pas hésiter à venir. Mais j'ai envie de dire, même si on ne se sent pas totalement prêt, on peut déjà en tout cas venir voir un petit peu et en discuter et voir un peu si on peut tester déjà certaines choses. Je vous remercie. Bon, je crois que là, on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Une dernière ? On peut vous passer un micro ? Lorsqu'on a la volonté d'essayer, c'est-à-dire de ne pas recommencer, par exemple, quand on a fumé 10 ans, si au bout de 10 ans, on n'a jamais fumé à nouveau, on est désintoxiqué si on ne recommence pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par désintoxiquer ? Parce qu'en fait, dès qu'on arrête de fumer, en fait, il y a des bénéfices qui sont déjà immédiats. Il y a la tension artérielle qui va se régulariser très vite, la fréquence cardiaque, le risque d'infarctus, il va diminuer de moitié, ce qui est quand même pas négligeable. Donc après, on retrouve aussi les risques qu'on aurait eu si on a d'un non-fumeur, mais les non-fumeurs ont aussi des risques malheureusement pour la santé. Ça serait trop beau de se dire je fume pas et j'aurai jamais de maladie. Voilà, c'est ça. Mais désintoxiquer, mais par contre, au bout de 10 ans, faut pas penser qu'on est... c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que si on reprend une cigarette, il y a de fortes chances de réactiver ces récepteurs. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, donc non, faut jamais se sentir, même au bout de 10 ans, de 20 ans, il y a des personnes qui ont encore de fortes envies à fumer au bout de 10 ans. Ils vont avoir de temps en temps, comme ça, une forte envie à fumer. Je pense donc qu'il faut étudier la personne. La personne elle-même est un cas particulier. Mais tout patient, effectivement, est un cas particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne méthode qu'on applique à tout le monde. La bonne méthode, c'est celle que le patient a choisie en ayant les bonnes informations. Voilà. Alors maintenant, j'espère qu'on a répondu à la question et que si je vous pose la question, est-ce que le tabac est une addiction ? Voilà. Déjà, au moins, le tabac est une addiction, le tabac est une drogue. Voilà. Venez donc. Bon, je crois que c'était une émission très très riche. On pourrait même en faire une deuxième, mais on n'a plus le temps, donc... peut-être qu'un jour on se reverra, peut-être encore une autre fois, sûrement. En tout cas, merci de votre invitation. Je suis ravie. Voilà, et au revoir et à la prochaine fois.